Notre projet a été arrêté le 22 mai 2024. La raison officielle, c'est qu'on n'utilisait pas les ressources comme prévu et qu'on n'avait pas de résultats. La vraie raison, c'est le signal qu'on a reçu de la Lune le 8 janvier. J'ai rejoint l'équipe de la station Decker dans le nord de l'Ontario en 2021. C'est un coin paumé, à 300 km de la forêt et des rochers les plus proches. L'isolement était super important. On bossait sur des données qui demandaient un silence total. Officiellement, on cartographiait l'espace lointain dans la bande radio. On cherchait des exoplanètes et on analysait les rayonnements fossiles. Officieusement, le Maumbdecker avait été construit dans un seul but: écouter tout ce qui pouvait venir de l'espace et ne pas ressembler à un bruit naturel. Le projet était supervisé conjointement par le ministère de la Défense et un consortium privé dont le nom ne nous a jamais été communiqué. Nous n'étions que 12 personnes pour toute la station, y compris le personnel technique. Le chef était le docteur Alan Kane, un radioastronome avec 30 ans d'expérience. Je m'occupais de l'analyse des données. Mon boulot consistait à transformer des gigaoctets de signaux bruts en quelque chose d'interprétable. La vie à la station était routinière. Des quarts de 12 heures, des équipes qui se relayaient, peu de temps libre. On vivait dans un complexe modulaire relié à l'observatoire principal par un passage chauffé. En hiver, la température descendait jusqu'à moins 40 degrés et il était déconseillé de sortir sans raison valable. On s'était habitué à ce monde clos. Tout a changé le 8 janvier. Ce jour-là, c'était mon tour de garde. J'étais assis devant mon terminal, en train de regarder les spectrogrammes habituels. Vers 4 heures du matin, heure locale, le système d'alerte automatique a émis un signal. Pas une alarme, juste un indicateur. Source non classifiée, stable. Ça arrivait parfois, c'était généralement des interférences provenant de satellites en orbite non standard ou de rares phénomènes atmosphériques. Mais ce signal était différent. Il était très ciblé, provenait d'un point précis et avait une structure complexe et répétitive. Les coordonnées indiquaient dans la Lune. Plus précisément, un point sur la face visible, près du cratère Copernic. J'ai appelé Kane. Il s'est approché, a jeté un coup d'œil à l'écran et a froncé les sourcils. « La source ?» demanda-t-il. « La Lune. Azimut 179,3. Altitude 32,1. Le signal est stable depuis 7 minutes. » Kane s'assit à un terminal voisin et afficha une copie de mes données. Il examina le graphique en silence pendant quelques minutes. Le signal ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu auparavant. Ce n'était ni une simple fréquence porteuse, ni un bruit chaotique. C'était organisé. On pouvait distinguer une périodicité claire, mais à l'intérieur de chaque période, la structure était incroyablement complexe. « Enregistre tout », dit Kane. « Tout le flux, sans compression, et préviens la deuxième équipe qu'ils se préparent à nous remplacer dans 4 heures. On dirait que ça va durer. » Les 3 jours suivants, la station a tourné à plein régime. On dormait par intermittence, on mangeait sur place. Le signal ne s'arrêtait pas. Il était monotone, obstiné, provenant toujours du même endroit. On a vérifié tout ce qu'on pouvait. On a exclu une défaillance du matériel, les réflexions satellites, les interférences terrestres. On a contacté 2 autres observatoires avec lesquels on avait un canal de communication secret, au Chili et en Australie. Ils ont confirmé qu'ils le voyaient aussi, mais que leur matos était moins puissant et que le signal était des noyés dans le bruit. Le Decker était le seul à pouvoir le capter clairement. Kane nous a tous réunis dans la salle de conférence le 4e jour. Sur le grand écran, il y avait une visualisation du signal, une onde complexe à plusieurs niveaux. « Bon, voilà ce qu'on a-t-il commencé sans préambule. La source est un objet fixe à la surface de la Lune. La puissance de l'émetteur est extrêmement faible. S'il était plus loin, on ne l'entendrait pas.
La fréquence varie dans une gamme très étroite, mais selon une loi précise. La modulation, c'est là que ça devient intéressant. Il ne s'agit pas d'une modulation d'amplitude, de fréquence ou de phase pure. C'est une forme hybride que nos systèmes ne parviennent pas à identifier. Jenna Ross, notre spécialiste en cryptographie, prit la parole. Elle était la plus jeune de l'équipe, mais elle avait un esprit brillant. Ça ne ressemble pas à une tentative de communication. La structure est trop complexe pour transmettre des infos. Ça ressemble plus à un processus en arrière-plan, comme un mécanisme qui fonctionne. On l'a passé par tous les algorithmes de décryptage standard. Résultat, 0. Ce n'est pas un code tel qu'on le connaît. Les discussions ont duré plusieurs heures. On a envisagé toutes sortes d'hypothèses. Un rover soviétique sorti de hibernation, un phénomène naturel inconnu. Mais aucune n'expliquait la structure complexe et stable du signal. Il était artificiel, ça, personne n'en doutait. Mais sa fonction était totalement incompréhensible. La percée a eu lieu le 8e jour. C'est Harris Thorne qui l'a faite. Harris était bio-informaticien. Sa présence à la station avait toujours semblé un peu bizarre. Officiellement, il étudiait l'influence de l'espace lointain sur les molécules organiques, ce qui était une formulation assez vague. En réalité, sa mission était de rechercher dans les signaux des structures qui pourraient avoir une origine biologique. Jusqu'à ce jour, son travail était purement théorique. Harris était un homme taciturne et renfermé, complètement absorbé par sa science. Il participait rarement aux discussions générales, préférant travailler seul dans son laboratoire, au sous-sol. Ce jour-là, il est entré dans la salle principale d'analyse des données, où Kane et moi étions. Il avait l'air bizarre, pas excité, mais plutôt abasourdi. « Alan, j'ai quelque chose à te montrer », a-t-il dit doucement. On l'a suivi dans son laboratoire. Il y avait 2 images sur son écran. À gauche, un fragment de notre signal sous forme de histogramme en 3 dimensions. À droite, quelque chose de très similaire. Je n'arrivais pas à comprendre le principe de modulation, a commencé Harris en montrant l'image de gauche. Elle ne suit pas la logique mathématique, elle suit une logique biologique. J'ai converti les composants de base du signal en un système de numération quadruple, juste comme une expérience mentale. Puis j'ai appliqué l'algorithme de visualisation standard qu'on utilise pour analyser le génome. Il a pointé l'image de droite. Et ça, c'est un segment d'ADN humain, le chromosome 11, plus précisément le gène HBB, responsable de la synthèse des chaînes bêta de l'hémoglobine. Ils ne sont pas simplement similaires, ils sont identiques. Le silence s'installa dans le laboratoire. Je regardais les 2 écrans, essayant de comprendre ce qui venait d'être dit. La structure du signal provenant de la Lune reproduisait la structure d'un gène humain. Kane a passé quelques minutes à regarder tour à tour les 2 écrans. « Harris », a-t-il fini par dire d'une voix parfaitement calme, « vérifie encore une fois, tous les calculs, toutes les données de base. Prends un autre segment du signal, prends un autre gène pour comparer. » « Je l'ai déjà fait », a répondu Harris. « J'ai vérifié pendant les 6 dernières heures. J'ai pris 3 fragments différents du signal, enregistrés à des moments différents. Ils correspondent tous à différentes parties du génome humain. Le signal est une transmission de la séquence d'ADN. Notre ADN. C'était impossible. Cela violait toutes les lois de la logique et de la physique. Quelqu'un ou quelque chose sur la Lune transmettait la structure du génome humain dans l'espace. Pourquoi? Comment? Kane a immédiatement classé l'information. Seuls lui, moi et Harris étions au courant de la découverte d'Harris. Le reste de l'équipe a été informé que nous travaillions sur une méthode complexe de décryptage et que nous progressions. Mais aucun détail n'a été divulgué. La tension à la station est montée. Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, mais l'ignorance a donné lieu à des rumeurs,
et à de l'inquiétude. On travaillait tous les trois en totale isolation. Harris comparait le signal avec la base de données génomique. Je l'aidais à traiter les données de brut. Kane coordonnait le processus et préparait un rapport pour la direction. Au fil des heures, le tableau devenait de plus en plus étrange. Le signal ne transmettait pas l'intégralité du génome, mais seulement des parties apparemment aléatoires. Mais Harris a trouvé une régularité. « Ce ne sont pas des fragments aléatoires », a-t-il déclaré au bout de 3 jours de travail commun. Ils appartiennent tous à ce qu'on appelle l'ADN poubelle, des séquences non codantes. On a longtemps pensé qu'elles ne contenaient aucune information, mais on sait maintenant qu'elles sont responsables de la régulation de l'activité des gènes. Elles sont comme le système d'exploitation de notre organisme. C'était le système d'exploitation humain qui était transmis. Cette idée me dépassait. Kane a contacté la direction via un canal crypté. La conversation a été courte. Après, il avait l'air encore plus sombre. Ils veulent donc toutes les données, tous nos calculs, et ils envoient un expert ici. Il arrivera dans 2 jours. On ne nous a pas dit le nom de l'expert. Harris devenait de plus en plus renfermé. Il ne dormait presque plus, toujours devant ses écrans. Il a commencé à faire ce qui n'était pas prévu par le protocole. Comparer des fragments de signaux, non pas avec une carte génomique humaine généralisée, mais avec des données sur des individus spécifiques provenant de bases de données scientifiques ouvertes. Il cherchait une correspondance parfaite. Le soir, la veille de l'arrivée du spécialiste, Kane m'a appelé dans son bureau. « Qu'est-ce qui se passe avec Harris ?» m'a-t-il demandé. « Il travaille. Il est obsédé par l'idée de trouver une correspondance parfaite. Il dit que le génome moyen comporte trop d'hypothèses. »« Surveille-le, » m'a dit Kane. « Je n'aime pas son état. Ce boulot nous pèse tous, mais lui particulièrement. » Je suis retourné au labo. Harris n'était pas là. Son terminal était allumé, avec un modèle de double hélice qui tournait à l'écran. J'ai pensé qu'il était allé à la cantine ou dans sa chambre. Je me suis assis à son bureau pour mettre en ordre les dernières données pour le rapport. C'est alors que j'ai vu un fichier ouvert sur son bureau. C'était un document personnel, sans rapport avec le travail. Un dossier médical, son dossier médical qu'il avait apparemment demandé pour ses propres besoins. Il contenait une analyse génétique détaillée qu'il avait effectuée il y a plusieurs années. Je n'y ai pas prêté attention. Qui sait pourquoi il avait besoin de ces données? J'ai fini mon rapport et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, Harris n'est pas venu prendre son service. On a vérifié sa chambre. Vide, le lit fait. On a vérifié la salle à manger, la salle de sport, toutes les pièces techniques. Il n'était nulle part. Kane a donné l'alerte générale. On a fouillé toute la station, dans tous les coins. Aucune trace. Ses affaires de personnel étaient là. Ses vêtements et ses chaussures, pour sortir, étaient dans son casier. Il n'avait pas pu quitter la station, mais il n'était pas là. Pendant les recherches, je suis retourné au labo d'Harris. Quelque chose me tracassait. J'ai rouvert son terminal. Le programme de comparaison sur lequel il bossait avait fini son dernier cycle. L'écran affichait 2 ensembles de données marquées « Correspondance parfaite, identité à 100%. » La série de gauche était le dernier fragment de signal reçu de la Lune. Celle de droite provenait du fichier que j'avais vu la veille, de son dossier médical personnel. Le signal reçu de la Lune quelques heures avant sa disparition contenait un fragment de son ADN unique. J'ai imprimé le résultat et je suis allé voir Kane. Il était près du sas menant à la passerelle extérieure, en train de coordonner l'équipe de recherche qui, malgré le caractère absurde de cette entreprise, se préparait à fouiller les environs de la station. Je lui ai tendu la feuille, sans un mot. Il l'a parcourue rapidement. Son visage était resté impassible, tel un masque de pierre grise. Il a plié la feuille et l'a glissée dans la poche intérieure de sa veste. « Arrêtez les recherches », a-t-il dit dans son talkie-walkie.
Tout le monde retourne à sa place. Le docteur Thorne n'est plus à la station. Il se tourna vers moi. Pas un mot à personne. Un spécialiste sera là dans 3 heures. Notre projet va sûrement être annulé. Et nous, on va devoir essayer d'oublier tout ça. Mais je ne pouvais pas. Je n'arrêtais pas de penser aux derniers détails. Le fragment d'ADN d'Harris qui était revenu de la Lune n'était pas simplement un morceau de son génome. D'après ses propres notes dans le dossier, il s'agissait d'un marqueur spécifique associé dans sa famille à une maladie héréditaire rare, très rare. La maladie de Huntington. Le spécialiste s'appelait Graves. Il est arrivé en hélicoptère, qui a atterri à 300 mètres de la station pour ne pas déranger. Graves était un homme de petite taille, d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume noir austère qui semblait déplacé dans le décor enneigé de la taïga canadienne. Il ne ressemblait ni à un scientifique, ni à un militaire, plutôt à un auditeur ou à un avocat. Il était accompagné de 2 assistants, silencieux et discrets, qui se sont immédiatement dirigés vers la salle des serveurs. Il nous a rassemblés, Kane et moi, dans la salle de conférence. Il ne s'est pas assis, mais est resté debout près de la fenêtre, regardant l'antenne. « Docteur Kane, commença-t-il sans préambule, j'ai lu votre rapport. Il est incomplet. J'ai exposé tous les faits essentiels, répondit Kane d'un ton neutre. Vous avez exposé les faits que vous considérez comme essentiels, rectifia Graves. Mais ce ne sont pas les seuls qui m'intéressent. Je veux tout savoir jusqu'aux conversations privées. Surtout tout ce qui concerne le docteur Harris Thorne. Il se tourna vers Kane, puis vers moi. Son regard était froid, inquisiteur. Le docteur Thorne a commis une faute professionnelle. Il a enfreint le protocole de sécurité, utilisé du matériel de travail à des fins personnelles et, d'après ce qu'on sait, quitté la station sans autorisation. La version officielle est une dépression nerveuse due à l'isolement. Votre boulot, c'est de la confirmer. C'est clair? Harris n'aurait pas pu quitter la station, dis-je. Ses vêtements sont ici. Le sas était verrouillé de l'intérieur. Gravez s'approcha lentement de la table et s'y appuya du bout des doigts. Vous êtes spécialiste en analyse de données, monsieur. Carter, dis-je. Monsieur Carter, vous n'êtes ni spécialiste en sécurité, ni psychologue. Vous avez vu que le docteur Thorne était dans un état instable. Vous l'avez vous-même indiqué dans votre rapport à Kane. Une personne dans cet état est capable d'actes illogiques. Il a pu trouver un moyen de sortir. Ou il se cache toujours quelque part dans la station. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus votre problème. D'autres personnes se chargeront de le rechercher. Il parlait comme s'il lisait un document juridique. Pas l'ombre d'un doute, pas la moindre émotion. Maintenant, à propos du signal, a poursuivi Graves. Toutes les données concernant sa structure, en particulier les conclusions du docteur Thorne sur le lien avec l'ADN, sont désormais classées de top secret. Toutes les copies, y compris vos notes personnelles et vos archives de sauvegarde, doivent être remises à mes assistants. Tout travail ultérieur sur le signal sera effectué selon un nouveau protocole. Il posa un mince dossier sur la table. Votre tâche est simplifiée. Vous n'essayez plus de le déchiffrer. Vous n'analysez pas sa structure. Vous vous contentez de l'enregistrer. Surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout changement, fluctuation de fréquence, de puissance, de modulation, doit m'être immédiatement signalé. Pas d'initiative personnelle, pas de théorie. Vous êtes juste là pour enregistrer. Des questions? On n'en avait pas. On avait l'impression d'avoir été rétrogradé de scientifique à gardien de phare. Au cours des jours suivants, la vie à la station est devenue complètement absurde. Les assistants de Graves, qu'on a surnommés les ombres, ont confisqué tous nos travaux. Ils ont installé un nouveau logiciel sur nos terminaux qui bloquait toutes les fonctions, à l'exception de la surveillance de base. Le laboratoire d'Harris a été mis sous scellé.
On nous a interdit de discuter entre nous du signal. Chaque conversation dans la cantine ou dans le couloir s'arrêtait dès que Graves ou l'une de ses combats ombres apparaissait dans les parages. L'atmosphère devenait de plus en plus paranoïaque. L'équipe était démoralisée. Les gens faisaient dans leur boulot machinalement, les yeux rivés sur des écrans vides, où défilait une vague de signaux monotones. La version officielle de la disparition d'Harris a été communiquée au reste de l'équipe. Dépression nerveuse, désertion. La plupart ont fait semblant de croire, mais j'ai vu les regards qu'ils échangeaient, surtout Jenna Ross. Elle a essayé plusieurs fois de me parler en privé, mais on était constamment surveillés. Le signal n'a pas changé. Il venait toujours du même endroit sur la Lune, stable et monotone. On l'enregistrait, stockait des téraoctets de données dans un entrepôt auquel on n'avait plus accès. Le boulot n'avait plus aucun sens. On était devenus des pions d'une machine. Le changement s'est produit le 9e jour après la disparition d'Harris. J'étais de nuit. Vers 3 heures du matin, le marqueur automatique sur mon écran a clignoté en jaune. J'ai regardé le graphique. La structure du signal commençait à changer. Ce n'était pas un changement brutal, mais une transformation douce et lente. En 1 heure, l'ancien schéma, que nous avions étudié pendant des semaines, avait complètement disparu. Un nouveau schéma était apparu à sa place. Il ressemblait au précédent, avec la même modulation complexe à plusieurs niveaux. Mais le dessin était différent. J'ai tout de suite contacté Graves via l'interphone. Il est arrivé 5 minutes plus tard, dans le même costume impeccable. Il a regardé attentivement l'écran. Depuis combien de temps ça dure? La transformation a commencé il y a 1 heure. Le modèle s'est maintenant stabilisé. C'est une structure complètement nouvelle. Continuez à observer. Notez tout. Ne faites pas d'analyse, a-t-il dit d'un ton sec avant de partir. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'analyser. C'était plus fort que moi. Le logiciel installé par les hommes de Graves n'était qu'une coquille vide. J'ai passé les 2 heures suivantes à utiliser plusieurs commandes non documentées du système d'exploitation et j'ai réussi à extraire un petit fragment du signal brut en contournant leur programme de blocage. Je l'ai sauvegardé sur une clé USB cryptée que j'ai cachée dans le boîtier de mon terminal. C'était super risqué. Si je me faisais prendre, les conséquences auraient déjà été graves. Le lendemain soir, j'ai commencé l'analyse. Je n'avais pas accès aux puissants serveurs du laboratoire d'Harris, mais j'avais installé quelques programmes d'analyse sur mon ordinateur portable personnel. J'ai utilisé le même algorithme qu'Harris. J'ai converti le signal en un système quadruple et j'ai essayé de le visualiser comme une séquence biologique. Le résultat était incroyable. C'était encore de l'ADN, mais différent. Il avait la même structure de base en double somme hélice, mais il y avait des erreurs. Pas des mutations aléatoires, mais des anomalies systématiques et répétitives. Certaines lettres du code génétique avaient été remplacées par des symboles qui n'existaient pas dans notre système de numération. C'était comme si une 5e lettre était apparue dans un alphabet de 4 lettres. Ou une 6e. C'était biologiquement impossible. Aucun organisme connu sur Terre n'utilisait une telle structure. J'ai bossé en secret, par bout, chaque nuit. Le jour, j'étais un enregistreur exemplaire. Et la nuit, j'essayais de comprendre ce qu'on avait. J'ai contacté Jenna. Pas directement, mais en lui laissant un message crypté dans les journaux du système, sachant qu'elle était la seule à savoir où le chercher. Elle m'a répondu le lendemain. On a commencé à échanger des infos en utilisant des failles dans le système de sécurité qu'elle connaissait mieux que les gars de Graves. Jenna a confirmé mes craintes. Ce ne sont pas simplement des interférences ou des artefacts de compression, m'a-t-elle écrit. Ces éléments superflus sont intégrés dans la logique même du signal. Ils en font partie intégrante. C'est comme si quelqu'un avait pris un texte en anglais et y avait inséré des lettres de l'alphabet chinois
mais de manière à ne pas perturber la grammaire de la phrase. Ça n'a aucun sens. On a bossé tous les deux, en cachette de tout le monde. Graveux semblait content de la situation. Le signal était enregistré, les rapports atterrissaient sur son bureau. La station tournait comme une horloge. Il ne se doutait pas qu'on creusait plus loin. La percée s'est produite presque par hasard. Je comparais le nouveau signal ADN, anormal, à différentes bases de données génétiques, essayant de trouver la moindre similitude. Rien. Puis une idée m'est venue à l'esprit. Harris avait trouvé une correspondance en utilisant son propre génome plutôt qu'un génome générique. Je n'avais pas accès aux données génétiques des autres membres de l'équipe, mais nous avions une infirmerie à la station. Et là, dans la base de données locale, étaient stockés les dossiers médicaux de tout le personnel, y compris leur groupe sanguin et leur facteur Rhésus. C'était peu, mais c'était déjà ça. J'ai réussi à accéder à cette base. Ce n'était pas compliqué, elle n'était presque pas gardée. J'ai commencé à comparer les anomalies du signal avec les données des employés. Je cherchais n'importe quelle corrélation, et je l'ai trouvée. L'un de nos techniciens était un gars nommé Samuel Archer. Calme, discret, il était responsable du système de survie. D'après son dossier, il avait un groupe sanguin rare, le 4e négatif. Et autre détail, son dossier mentionnait une anémie hémolytique congénitale, une maladie génétique liée à un problème avec une des protéines de la membrane des globules rouges. J'ai repéré une partie du nouveau signal qui, en théorie, devait correspondre au gène responsable de la structure des cellules sanguines. J'ai relancé le programme d'analyse, mais avec une petite modification. J'ai supposé que les par 5e et comme la 6e, lettres bizarres, du code n'étaient pas des erreurs, mais des modificateurs. Je leur ai attribué des valeurs mathématiques de conditionnel et j'ai lancé la simulation. Ce que j'ai vu à l'écran m'a figé sur place. La séquence initiale codée dans le signal était un génome humain standard, mais les éléments bizarres agissaient comme des instructions qui le modifiaient. Il le réécrivait en temps réel. Et il le réécrivait de telle manière qu'on obtenait une copie exacte du défaut génétique responsable de l'anémie hémolytique. Le même défaut que celui de Samuel Archer. Le signal ne se contentait pas de transmettre l'ADN. Il trouvait une nouvelle personne dans notre base de données, scannait ses caractéristiques génétiques uniques, puis commençait à transmettre une version modifiée du génome, imitant exactement sa maladie héréditaire. J'étais assis dans ma chambre, au milieu de la nuit, dans le silence total, à regarder l'écran. Harris avait disparu lorsque le signal avait commencé à transmettre son ADN. Maintenant, il transmettait l'ADN de Sam Archer. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Dehors, à la lumière des projecteurs, la neige tombait lentement. La station semblait être un petit îlot isolé dans un océan silencieux. Et pour la première fois, j'ai pensé que nous n'étions pas isolés ici. Nous étions piégés, et quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur nous passait méthodiquement en revue, un par un. Jenna et moi étions dans une impasse. On avait des infos qui changeaient tout, mais on ne pouvait rien en faire. Les transmettre à Graves aurait signifié perdre immédiatement toutes nos échappatoires secrètes, tomber sous son contrôle total et, très probablement, ne rien changer du tout. Il savait déjà que le signal était lié à l'ADN d'Harris. Le fait qu'il ait maintenant Sam Archer dans le collimateur ne serait probablement pas une surprise pour lui, mais juste un fait de plus à ajouter à ses rapports secrets. Ça servait à rien de parler à Kane. Depuis l'arrivée de Graves, il s'était complètement effacé, devenant une ombre. Il suivait les ordres, mais c'était clair qu'il était brisé et qu'il attendait juste la fin du projet. Il restait Sam. Le prévenir? Mais qu'est-ce qu'on pouvait lui dire? « Salut Sam, le signal provenant de la Lune diffuse ta maladie génétique, et le type avant toi, qui avait la même chose, s'est évaporé d'une pièce fermée à clé. »
Ça ressemblait à des divagations de fous. On aurait juste provoqué la panique et attiré l'attention de Graves. On a pris la seule décision possible. Observer. On est devenus des espions dans notre propre station. Jenna et moi avons établi un planning et on a surveillé Sam Archer à tour de rôle. C'était dégoûtant. On notait quand il allait à la cantine, avec qui il parlait, combien de temps il travaillait. Sam était une cible parfaite pour l'observation. Il menait une vie très routinière. Il bossait dans le secteur des services vitaux et quand il avait du temps libre, il lisait des livres dans sa chambre ou regardait des films dans la salle commune. Il était calme, n'avait pas vraiment d'amis, mais saluait toujours les gens poliment. Désormais, chacun de ses gestes, chacun de ses mots, nous semblait être un signe inquiétant. Les premiers jours, rien ne s'est passé. Sam se comportait comme d'habitude. Mais le 4e jour, j'ai remarqué un changement. Je l'ai croisé dans le couloir qui menait du module d'habitation au bloc technique. Il respirait difficilement, appuyé contre le mur. « Tout va bien, Sam ?» lui ai-je demandé. « Oui », répondit-il sans lever la tête. « J'ai juste un peu de mal à respirer ces derniers temps. C'est sûrement à cause de l'air sec. » C'était bizarre. Le système de climatisation de la station fonctionnait parfaitement. L'humidité était maintenue à un niveau constant. Le lendemain, Jenna écrivit dans son rapport crypté « Le sujet A s'est plaint de vertige et d'une fatigue constante à l'infirmerie. Le médecin de garde a mis ça sur le compte de la fatigue et lui a conseillé de se reposer davantage. » Les symptômes s'aggravaient. Sam était de plus en plus pâle. Il avait des cernes sous les yeux. Il sortait moins de sa chambre et sautait des repas. Un jour, j'ai vu qu'il avait fait tomber son plateau dans la salle à manger. Ses mains tremblaient. Il s'est excusé maladroitement et était parti rapidement, laissant la vaisselle cassée et la nourriture répandue sur le sol en linoléum. Grave, qui était aussi dans la salade à manger, à ce moment-là, l'a suivi d'un long regard indéchiffrable. À ce moment-là, j'ai compris que Graves observait aussi. Il savait tout. Et il attendait. Jenna et moi avons continué à analyser le signal en secret. Il restait stable, transmettant toujours le gène modifié avec les marqueurs de la maladie d'Archer. On était désespérés. On était devenus les témoins passifs d'un processus lent et méthodique dont on ne comprenait pas la nature. C'était comme regarder une araignée tisser sa toile autour d'une mouche. On ne pouvait pas intervenir. Le 7e jour, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus rester là, à regarder. J'ai attendu Sam tard dans la soirée, alors qu'il sortait de la douche pour regagner sa chambre. « Sam, il faut qu'on parle », ai-je dit aussi calmement que possible. Il a sursauté et m'a regardé avec des yeux fatigués. « À propos de quoi ? À propos de comment tu te sens, et à propos du signal. » À l'évocation du signal, il s'est tendu. On n'a pas le droit d'en parler. Je sais, mais c'est important. Ce qu'on prend, ça a un rapport avec toi, directement. J'ai essayé d'expliquer. Je parlais de manière décousue, confuse, en essayant d'éviter les mots ADN et disparition. Je parlais de schémas, de corrélations, d'étranges coïncidences. Il m'écoutait en silence, sans m'interrompre. Son visage ne trahissait ni peur ni surprise, seulement une fatigue infinie. « Et tu proposes quoi ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Tu devrais peut-être tomber malade, pour de vrai, te faire hospitaliser, pour être sous surveillance médicale constante. » Il eut un sourire en coin. « Tu penses que ça aiderait ? Si ce que tu dis est vrai, alors je suis étudié au niveau cellulaire. Tu penses que les murs de l'infirmerie seraient un obstacle ?» Il se retourna et se dirigea vers sa porte. « Merci de m'avoir prévenu, Carter, » dit-il par-dessus son épaule. « Mais je pense qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit. » Cette nuit-là, l'alarme changea à nouveau.
Jenna m'appela dans son petit bureau du secteur cryptographie, l'un des rares endroits qui n'était pas sous surveillance vidéo directe. « Il mute », dit-elle en montrant l'écran. « Regarde, la séquence principale, c'est la même, l'ADN d'Archer. Mais les modificateurs, ils sont plus nombreux. Et ils sont différents. Ils ne se contentent plus d'imiter son défaut congénital. Ils l'aggravent. Ils modélisent une défaillance totale du système. » Des lignes de code défilaient à l'écran, que je ne comprenais pas entièrement, mais Jenna m'expliqua l'essentiel en termes simples. Imagine qu'une voiture a un frein défectueux. Avant, le signal transmettait simplement le schéma de ce frein défectueux. Maintenant, il transmet une simulation de la façon dont ce frein tombe complètement en panne à grande vitesse et la voiture percute un mur. Il modélise la crise, une défaillance en cascade de tous les systèmes liés à ce gène. Le lendemain, Sam Archer ne s'est pas présenté au travail. Son service dans le secteur de la survie commençait à 8 heures du matin. À 9h05, son supérieur direct a signalé son absence. Kane, suivant les instructions, a contacté Graves. Ce dernier a ordonné sans émotion de former une équipe de recherche. C'était une farce, et tout le monde le savait. J'ai suivi les autres. Le secteur de survie est une immense salle vide, remplie de pompes, de filtres et d'un enchevêtrement de tuyaux. Il y règne en permanence le bruit monotone des mécanismes en marche. On s'est séparés et on a commencé à fouiller chaque compartiment. J'ai trouvé son poste. C'était une petite plateforme avec plusieurs écrans qui indiquaient la pression dans les tuyaux et la composition de l'air. La tablette personnelle de Sam était posée sur la console. Elle y était allumée. Je l'ai prise. L'écran affichait une page d'une encyclopédie médicale en ligne. L'article s'intitulait « Anémie hémolytique, 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 Archer. Le texte disait que cette crise était souvent provoquée par une infection virale et qu'en l'absence d'intervention d'urgence, elle entraînait la mort en quelques heures à cause d'une hypoxie totale. Je restais là à regarder ce texte. Autour de moi, les pompes faisaient un bruit de vrombissement, propulsant l'air dans les conduits de la station. Mes collègues appelaient Sam, leur voix résonnant dans l'immense salle. Et moi, je regardais le paragraphe surligné et le curseur clignotant à la fin. Sam ne faisait pas que lire. Il cherchait des infos sur ce qui lui arrivait. Et il les a trouvées. Il n'était plus là. Comme Harris, il avait tout simplement disparu de cet espace clos. Pas de porte forcée, pas de traces de lutte, rien. Juste sa tablette avec l'article sur la façon dont les gens meurent tard de sa maladie. Le soir même, Graves a réuni tout le personnel. Il a annoncé que Samuel Archer s'était apparemment suicidé et que son corps n'avait pas encore été retrouvé. Il a annoncé des mesures de sécurité supplémentaires et un soutien psychologique. Pendant qu'il récitait son discours, je regardais Jenna. Elle me regardait. On savait tous les deux la vérité. Ce n'était pas un suicide, c'était une exécution, et le programme avait été déclenché par un signal provenant de la Lune. Cette nuit-là, j'étais de garde. Le moniteur indiquait que le signal avait encore changé. Il ne diffusait plus l'ADN de Sam Archer. Il était revenu à sa forme initiale, celle que nous avions enregistrée le tout premier jour. Un génome humain de base moyen. C'était comme s'il avait été remis à zéro, réinitialisé. Et maintenant, il attendait. Il choisissait sa prochaine cible parmi les 10 personnes restantes. La station Decker était devenue une salle d'attente. 10 personnes enfermées
au milieu d'un désert glacé, faisait monter semblant de travailler pendant qu'un mécanisme invisible sur la Lune parcourait la liste de nos noms. La peur était devenue un bruit de fond, aussi familier que le ronronnement de la ventilation. Personne ne parlait plus de Sam ou d'Aris. Leur disparition était devenue un sujet tabou. On savait tous que les versions officielles étaient des mensonges, mais le dire à voix haute aurait signifié admettre qu'on pouvait être le prochain. Le moindre mal, une toux, un mal de tête, une égratignure, provoquait des regards brefs et inquiets de la part des autres. On a inconsciemment commencé à s'éviter, réduisant nos contacts au minimum. Chacun était devenu pour les autres un vecteur potentiel de la malédiction. Grave et ses ombres ont renforcé leur contrôle. Ils procédaient désormais à des vérifications ponctuelles des terminaux personnels et des chambres. C'était inutile. Jenna et moi avions depuis longtemps transféré toutes nos données sur des supports isolés, mais le simple fait de ces fouilles créait une pression insupportable. Graves semblait parfaitement calme. Il nous observait comme un entomologiste observe une colonie d'insectes qu'il a infectée avec un nouveau virus. Il n'intervenait pas, il se contentait d'enregistrer les résultats. Le signal, qui avait repris la transmission du génome, pur, était encore plus effrayant que lorsqu'il visait une personne en particulier. Cette séquence monotone et régulière ressemblait au tic-tac d'une horloge avant une explosion. Il nous scannait. On ne savait pas comment, mais on en était sûr. Il lisait d'une manière ou d'une autre les infos sur nos corps, dans nos systèmes, trouvait une faille unique dans notre défense biologique et commençait à la transmettre, transformant l'humain en un écho de lui-même, qui était ensuite effacé de la réalité. « On ne peut plus attendre », m'écrivit Jenna dans un chat crypté. On se retrouva dans le couloir technique derrière l'installation cryogénique, le seul endroit où l'acoustique créait une zone blanche pour tout dispositif d'écoute. « Je suis d'accord, » dis-je. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Attaquer » a-t-elle répondu. Ses yeux brillaient d'excitation. « On ne peut pas brouiller le signal provenant de la Lune, on n'a pas assez de puissance, mais on peut essayer de l'aveugler. Je pense qu'il utilise nos propres systèmes pour nous de scanner. Il ne peut pas avoir ses propres capteurs sur la station, ils auraient été détectés. Il doit donc s'introduire dans nos réseaux. Dans la base médicale, ai-je supposé. C'est là qu'il a trouvé les marqueurs spécifiques d'Aris et de Sam. Exactement. Mon idée est de lui refiler un faux. On ne peut pas supprimer la base, Graves s'en rendrait compte. Mais je peux essayer de créer une couche proxy. Quand le scanner se connectera à la base de données, mon programme interceptera la requête et la redirigera vers une copie que nous créerons. Et dans cette copie, nous serons clean. Le plan était à la fois fou et génial. Créer une fausse base de données de médical pour les 10 personnes restantes, y compris Graves et ses hommes. Dans cette base, on devait apparaître comme des spécimens parfaits. Pas de maladies héréditaires, pas de marqueurs génétiques, pas d'anomalies. Juste 10 copies du génome de base que le signal transmettait en mode veille. On voulait lui dire « Il n'y a rien à voir ici, aucun indice, cherche ailleurs ». La préparation a pris 3 jours. 3 jours de travail paranoïaque et secret. Jenna écrivait le code pour le serveur proxy. Je compilais la fausse base de données. C'était un travail minutieux. J'ai dû étudier les dossiers médicaux de chacun d'entre nous que j'avais secrètement copiés auparavant et méthodiquement nettoyer toute information unique. Notre pilote avait des antécédents de diabète, je l'ai supprimé. L'un des ombres de Graves s'est avéré avoir une allergie rare. J'ai effacé toutes les mentions. Je me sentais comme un éviscérateur numérique, privant des gens de leur histoire biologique. Le plus dur était de le faire discrètement. On bossait la nuit, profitant de fenêtres de quelques millisecondes dans la transmission des données pour tester des fragments de code. La moindre erreur, le moindre pic de trafic
pouvait nous trahir. La nuit où on s'apprêtait à lancer le programme, Kane nous a trouvés. On était assis dans une minuscule pièce de calibrage du matériel, connectée directement au câble principal. La porte s'est ouverte doucement et il est apparu sur le seuil. On s'est figé. C'était la fin. Mais Kane n'avait pas l'air inquiet. Il est entré sans un mot et a fermé la porte derrière lui. « Bonne idée », a-t-il dit doucement en regardant l'écran de l'ordinateur portable de Jenna. Mais ça ne marchera pas. Jenna a instinctivement fermé le couvercle de l'ordinateur portable. « Comment avez-vous... » « J'ai conçu l'architecture réseau de cette station, mademoiselle Ross, » l'interrompit Kane. « Je connais chaque octet. J'ai vu vos requêtes des 3 dernières heures. J'attendais que vous arriviez à la fin. » Il semblait plus âgé que son âge. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans au cours des dernières semaines. Votre plan repose sur l'hypothèse que le scanner est un programme externe qui accède à nos bases de données. Et si ce n'est pas le cas? Et si le transmetteur sur la Lune est en fait le scanner? Et s'il fonctionne par résonance, il envoie le génome de base comme une sonde. Et s'il y a un objet biologique présentant des anomalies dans la zone de portée, cet objet commence à résonner. Le signal capte cet écho, l'amplifie et le retransmet, provoquant une défaillance en cascade dans la cible. Votre fausse base de données ne servira à rien. Elle trompera Graves, mais pas les lois de la physique. On s'est resté silencieux, digérant ce qu'on venait d'entendre. La théorie de Kane était terrifiante, mais elle expliquait tout. Elle expliquait pourquoi il n'avait pas besoin de capteurs. On était nous-mêmes les capteurs. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» a demandé Jenna. Kane nous a regardés. Il n'y avait plus d'apathie dans ses yeux. Il y avait une sombre détermination. Sur cette station, il n'y a qu'un seul moyen de garantir l'interruption de tout type de transmission de données et de tout processus physique basé sur l'électronique. C'est le protocole Cerber, une impulsion électromagnétique d'urgence. Je n'en avais entendu parler que par ouï-dire, un système destiné aux cas les plus extrêmes, comme la prise de contrôle de la station par des forces hostiles. Elle était censée détruire absolument toutes les informations sans possibilité de restauration. « Cerberus va tout brûler », continua Kane. « Chaque puce, chaque conducteur, l'ordinateur central, nos terminaux, les systèmes de communication, l'équipement scientifique, tout. Il désactivera également le réacteur principal et tous les systèmes de survie. La climatisation, la purification de l'air, le chauffage de l'eau. Il fit une pause pour nous laisser réaliser l'ampleur de la tâche. On plongera la station dans l'âge de pierre. On n'aura plus que des générateurs chimiques d'oxygène d'urgence, prévus pour 48 heures, et des réserves alimentaires et d'eau d'urgence. La température à l'intérieur va chuter jusqu'à celle de l'extérieur en quelques heures. Dehors, il fait moins 35 degrés. Aucune communication avec le monde extérieur. Il y a très peu de chances qu'on nous trouve à temps. Il en parlait avec autant de désinvolture que s'il s'agissait de la météo. Soit on attend que cette chose sur la Lune choisisse le prochain d'entre nous, et puis le suivant. Ou bien on coupe le disjoncteur, et on se bat contre un ennemi qu'on peut au moins comprendre, le froid et la faim. À vous de choisir. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti un petit objet métallique. C'était une clé physique. Il l'a posée sur la table entre Jenna et moi. Le système s'active en tournant les 2 clés en même temps. J'ai la mienne. Celle-ci est pour vous. Le panneau de contrôle central se trouve dans la salle de contrôle principale. Si vous vous décidez, je vous y attendrai. Vous avez 1 heure pour réfléchir. Il se retourna et sortit, nous laissant seuls dans le silence résonnant de la petite pièce. La clé était sur la table. Derrière le mur, les systèmes de la station qui nous maintenaient en vie ronflaient. Et depuis la Lune, à travers des millions de kilomètres de vide, un signal régulier et imperturbable
continuait à transmettre le code humain. Je ne savais pas ce qui était le plus effrayant, une mort lente ou une mort rapide, due au silence qui suivrait. On n'a pas eu besoin d'1 heure. Jenna et moi, on regardait la clé posée sur la surface métallique de la table et le silence dans la pièce était notre réponse. La théorie de Kane avait le poids d'une logique froide et irréfutable. On essayait de réparer le programme alors que le problème venait du matériel lui-même, de nous. Attendre que le signal choisisse la prochaine cible, c'était comme jouer à la loterie, sans ticket gagnant. Mourir de froid et d'étouffement, c'était au moins compréhensible, physique. Mourir à cause de la résonance avec l'émetteur lunaire, c'était au-delà de l'entendement. « On doit le faire », a dit Jenna. Ce n'était pas une question, mais un constat. J'ai hoché la tête et pris la clé. Elle était plus lourde que je ne m'y attendais. Allons-y. Notre chemin vers la salle de contrôle principale traversait toute la station. Ce furent les 100 mètres les plus longs de ma vie. On passa devant les quartiers d'habitation, devant la salle à manger où 2 techniciens buvaient dans leur café d'un air endormi, sans savoir que c'était peut-être leur dernier repas chaud. Dans le couloir central, on aperçut Graves. Il était debout et discutait avec l'un de ses assistants. Il ne nous a pas remarqués et on a continué notre chemin, sentant sa présence dans notre dos. On allait accomplir ce qu'il aurait qualifié d'acte de sabotage et de meurtre de masse. Mais on savait que le vrai meurtrier, c'était son protocole, son inaction, son observation stérile de la disparition des gens. Kane nous attendait devant le pupitre de Cerberus. Il était encastré dans le mur, protégé par un panneau blindé que Kane avait déjà ouvert. En dessous, il y avait 2 serrures et un seul bouton, protégé par un capuchon en plexiglas. Il ne nous a pas demandé ce qu'on avait décidé. Il a juste regardé la clé dans ma main et a hoché la tête. « J'assume l'entière responsabilité », a-t-il dit doucement en sortant sa clé. À ce moment-là, Graves est entré rapidement dans la salle. Ses ombres le suivaient. Apparemment, il avait quand même des soupçons ou Kane avait simplement cessé de répondre aux appels. « Dr Kane, éloignez-vous du pupitre », ordonna Graves. Sa voix était d'acier. « C'est un ordre. » Kane ne bougea pas. « Vos ordres n'ont plus aucune importance, Graves. Votre expérience est terminée. »« Ce n'est pas une expérience, c'est un protocole de confinement, » rétorqua Graves en s'approchant. « Vous ne comprenez pas ce à quoi vous avez affaire. Vous n'avez pas le droit de prendre de telles décisions. Vous allez tous les tuer. »« Ils sont déjà morts, » intervins-je. « Ils ne le savaient pas encore, c'est tout. Tu veux plus de données? Combien d'échantillons il te faut encore? Un autre? 5? Les 10? » Grave me regarda comme si j'étais un insecte. « Tu fais une erreur catastrophique. Les conséquences seront irréversibles. »« C'est exactement ce qu'on espère, » dit Kane. Il a mis sa clé dans la serrure de droite. J'ai fait un pas en avant et j'ai mis la mienne dans celle de gauche. Les assistants de Graves ont fait un pas vers nous, mais ils se sont arrêtés. C'étaient fait des hommes de protocole, et leur protocole ne prévoyait pas ce genre de situation. La violence physique ne faisait pas partie de leurs compétences. Ils ne pouvaient y que regarder. « Ne faites pas ça, » dit Graves. Pour la première fois, sa voix trahit une émotion, peut-être de la colère, ou la peur de perdre le contrôle. Kane posa sa main sur la mienne. Ensemble. Nous tournâmes les clés en même temps. Il n'y eut ni flash, ni explosion, ni grincement. Tout était fini. En 1 milliseconde. La lumière de la station ne s'est pas éteinte, elle est morte. Tous les écrans, tous les indicateurs, toutes les diodes sont devenues noires. Et surtout, le son a disparu. Le bruit assourdissant et omniprésent des systèmes de survie auxquels nous étions tellement habitués que nous ne le remarquions plus. C'est simplement arrêté. Il y avait un silence total, primitif, comme on n'en trouve pas dans le monde vivant. Le silence du vide. On était plongé dans une privation sensorielle totale. On se tenait debout dans l'obscurité,
et le silence, et la seule preuve qu'on était encore en vie, était notre respiration. Quelques secondes plus tard, Kane a allumé son briquet. La flamme a éclairé nos visages dans l'obscurité. Puis il a allumé une lampe chimique de secours. Elle s'est allumée d'une lumière blanche et vive qui n'éclairait pas, mais déchirait l'obscurité. On a commencé à suivre le plan d'urgence qu'on connaissait par cœur, mais qu'on n'avait jamais pensé utiliser. On a allumé les autres lampes. On a vérifié l'étanchéité des sas. Graves et ses hommes restaient immobiles. Leur monde, construit sur des rapports, des données et le contrôle, s'était effondré. Dans ce nouveau monde, ils étaient aussi désemparés que nous. Environ 6 heures se sont écoulées. Le froid commençait déjà à pénétrer à travers les murs. L'air était étouffant, lourd. On a partagé les rations d'urgence. Personne ne parlait. Ça n'avait aucun sens. Tout avait été dit par le tour de la clé. Je me suis approché du hublot principal. La station était complètement sombre, et les étoiles à l'extérieur brillaient d'une luminosité incroyable, surnaturelle. La Voie lactée ressemblait à du sel saupoudré. En bas, la demi-lune bleu-blanc de la Terre était suspendue. Elle était si proche et si infiniment loin. J'ai regardé la Lune. Elle était un disque gris brillant sur un velours noir. J'ai repéré le cratère Copernic, près duquel se trouvait la source du signal. Avant, on ne voyait rien. L'émetteur était trop petit et n'émettait pas dans le spectre visible. Mais maintenant, c'était différent. Là, à l'endroit d'où venait le signal, il y avait maintenant une lumière. Un petit point de lumière blanche, parfaitement rond. Il ne clignotait pas. Il était juste là. Comme si quelqu'un qui avait auparavant diffusé un message à la radio avait compris qu'on ne l'entendait plus et avait simplement allumé une ampoule pour nous faire savoir qu'il était toujours là.